diversifiez votre argent sans risque. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, Christian Dubé impose le bâillon pour faire adopter sa réforme de la santé. Bilan de fin de session parlementaire à Québec. Québec solidaire qui change de priorité. Ce ne sera plus l'environnement, mais bien le coût de la vie maintenant. L'objectif numéro 1 de la formation politique. Bambin retrouvé mort à l'Assomption. Son éducateur est arrêté pour homicide involontaire. Et le fils de Joe Biden, Hunter, inculpé pour fraude fiscale, mais aurait dépensé au-dessus d'1 million de dollars en services sexuels. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Hunter, ça veut dire chasseur, ça, en français? Exactement. Hunter, qui était à la chasse, ben, pas aux aubaines, ça c'est clair. La chasse, pas aux bonnes affaires, ouais, c'est voilà, ça. Et nous y reviendrons J'ai plus vu ce tard. dossier-là dans le Daily Mail, là. C'est croustillant. Oui, allons-y avec nos nouvelles. Commençons chez nous. Ben voilà, c'est croustillant, nous y reviendrons, Mario, mais c'est croustillant aussi aujourd'hui, bien sûr, à l'Assemblée nationale. C'est jour de bilan parlementaire, c'est la fin de session, et ça répète une session qui s'étire. Ouais, au moins jusqu'à demain, là. Au moins jusqu'à toute demain. la nuit, probablement une partie de la journée de samedi demain. Voilà, mais c'est somme toute la fin parlementaire et toutes sortes évidemment, de nouvelles jaillissent dans ces journées-là parce qu'on est censé pouvoir adopter certains projets de loi à moins qu'il y ait justement là, une période de prolongation, comme on le dirait au hockey, mais il n'y en aura pas pour ce qui est de la réforme de la santé de Christian Dubé, alors qu'on va faire adopter la vaste réforme sous bâillon. Il y a à peu près, on dit, 650 articles qui sont encore à l'étude. On n'a pas eu le temps de passer par-dessus malgré les 238 heures quand même d'études en commission parlementaire qui ont été mises là-dessus. Donc, on va devoir siéger et en soirée, cette nuit, demain, pour être capable de faire l'adoption en accéléré sous bâillon. Ça va créer, tout ça, je le rappelle, Santé Québec, l'agence employeur unique dans le réseau et les opérations quotidiennes aussi qui seront prises en charge par cet organisme-là. Ça a grogné, bien évidemment, dans les oppositions où on juge qu'on n'a pas eu le temps de tout étudier, que c'est un projet qui est tellement massif qu'il y a toutes sortes de problèmes qui étaient soulevés. C'est vrai qu'il y a eu toutes sortes d'amendements apportés là, par les partis d'opposition. C'est vrai que c'est un des plus gros projets de l'histoire du Parlement, de l'histoire du Québec. Il y avait eu quand même un accord hier, un accord entre le gouvernement, le Parti libéral et Québec solidaire pour siéger la semaine prochaine pour se donner quelques journées de plus d'études du projet de loi. Mais ça prenait le consentement unanime, mais c'est le Parti québécois qui a refusé son consentement. Premier faux pas de Paul Saint-Pierre Plamondon? Moi, je trouve que oui. En fait, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est défendu en disant « Ouais, mais là, tu sais, c'est un truc, c'est truqué, parce que dans le fond, le bâillon, la semaine prochaine... » Tu sais, le deal, c'était on fait 3-4 journées de plus, ou 3 journées de plus la semaine prochaine, mais il est adopté à la fin, là. Je veux dire, on l'adopte, là, tu comprends? C'était un peu un deal. C'était pour enlever lui veut pas que le gouvernement s'enlève l'odieux du bâillon. Voilà. Mais lui, il veut pas que le gouvernement s'enlève l'odieux. Sauf que, jusque-là, il peut avoir l'air d'avoir raison, tu sais, que c'est un truc... Mais il reste que 3 journées entières, Alexandre, du matin au soir, t'étudies un projet de loi. Ça peut aider. Ben oui, on aurait étudié beaucoup mieux et beaucoup plus quand même. On dit, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a comme. C'est un projet de loi de 1400 articles. Là. Il en reste 400-500 étudiés. 1200 au total. Ouais, là, il en resterait 400 étudiés à peu près. Donc, si on avait mis 3 journées entières complètement là-dessus, à mon avis, ça aurait pu faire une différence. Et moi, je trouve que le Parti québécois paraît pas bien. Puis il reste que n'importe quand, en termes parlementaires, quand tous les partis veulent travailler plus, puis toi, tu dis non. Je veux dire, tu vas être accusé de pas... Tu vas finir par être accusé de pas vouloir travailler. Donc ça, moi, j'ai pas trouvé que ça... En fait, je pense que le PQ était un peu piégé là-dedans. Ouais. Je voyais hier les gens de Québec solidaire là, qui mettaient la pression sur le PQ. Nous, on est prêts à travailler. Semaine prochaine, prendre tout le temps qu'il faut. On est disponible. Je me disais, là, ils mettent toute la pression sur le PQ pour bien faire paraître que le Parti québécois est pas disposé à travailler. Oui, puis le ministre lui-même, Christian Dubé, qui a avoué aujourd'hui être tanné. Hein, c'est vraiment des termes qu'il a choisis en conférence de presse pour exprimer le pourquoi on adopte tout ça sous bâillon. Il avait l'air fatigué quand même. Là, c'est tanné, il voulait voir de l'avancée. François Legault disait, je pense que c'est 238 heures à date là, d'étude du projet de loi. Très exactement. 238 heures. Tu sais, est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est trop? Faut quand même être honnête. Là. Il n'y a pas eu de la part des oppositions, comme j'ai vu 1000 fois dans le passé, il n'y a pas eu d'obstruction systématique. Donc, c'est pas un projet de loi avec lequel l'opposition est complètement contre. Puis le Bloc, en faisant de la procédure juste pour tuer le temps, là. Ouais. Il y a eu quand même une étude sérieuse. Vincent Marissal, André Fortin, là, donc Vincent Marissal de Québec solidaire, André Fortin du Parti libéral, ont été applaudis par tous, je pense incluant par Christian Dubé lui-même là, pour leur travail sérieux, tu sais, Mais
il reste que, le projet de loi est toujours pas adopté, puis je comprends que Christian Dubé, à un moment donné, se dit il faut que ça aboutisse, là. Et donc, dans les bilans parlementaires, c'est pas mal tous les partis qui se sont livrés à cet exercice-là, commencé par François Legault lui-même, qui a réitéré qu'il voulait... Tout va bien? Pas une tout bonne va bien. session, une bonne année, une bonne session. Il a lui-même avoué que c'était une année 2023 qui a pas été facile, mais il a réitéré quand même le fait qu'il veut être présent pour un 3e mandat en 2026. Là. On en reparlera dans 2 ans. On en reparlera dans 2 ans, bien évidemment. Je sais très bien qu'on peut pas... Aujourd'hui, il n'y a pas le choix de dire ça, ouais. On comprend qu'il n'y a pas le choix de dire ça. Mais c'est après ça, la coalition, pas la coalition, mais plutôt Québec solidaire, qui s'est retrouvé à faire son bilan de fin de session et qui ont changé leur fusil d'épaule, là, parce que ça a toujours été, du moins depuis la dernière élection, l'environnement. Priorité numéro 1 de Québec solidaire. En fait, la vérité, là, c'est tu sais, à l'élection de 2018, là, ils ont marqué beaucoup de points avec les changements climatiques en campagne. C'est avec ça. Et au lendemain de tout ça, à un moment donné, c'est-tu Manon Massé ou Gabriel? Je sais plus. Il y en a un des deux qui a fait une déclaration vraiment là, tonitruante en disant « Nous ne parlerons plus d'autre chose. Toutes nos interventions, notre seul thème, ça va être les changements climatiques. » Moi, j'avais trouvé ça, un peu, là. Il y a toutes sortes d'autres affaires dans la vie. Puis finalement, on s'est bien aperçu que c'était pas exactement ça. Puis là, est arrivé la pandémie, ça leur a donné... La pandémie leur a donné une occasion de se sortir un des bras. Tu sais, ils s'étaient mis une camisole de force. La pandémie leur a donné une chance de se sortir un des 2 bras de la camisole de force. La priorité, c'est la santé. Ouais, mais ils ont toujours dit quand même que la priorité, c'était les changements climatiques. Mais là, c'est la première fois aujourd'hui qu'ils disent non. Il y a une priorité plus grosse que les changements climatiques. Le coût de la vie, c'est ce qu'a amené là, sur la table Gabriel Nadeau-Dubois, le chef parlementaire, en disant que maintenant, là, même si l'enjeu principal de l'environnement va demeurer une priorité pour Québec solidaire, mais dit que pour l'instant, c'est difficile de s'attaquer à la crise climatique si les gens ont de la misère à payer leur loyer, ont de la misère à se nourrir. Il a dit aussi assumer là, ce recadrement de direction en disant que la priorité fondamentale pour l'instant là, qui préoccupe le plus là, en numéro 1 les Québécois et les Québécoises, puis ça se voit dans tous les sondages. Je trouve que c'est très raisonnable. Je trouve que c'est ce qu'ils devaient faire. Je trouve que c'est très raisonnable. Il s'est sorti d'une camisole de force où ils s'étaient placés eux-mêmes. Puis comme tu dis, ils n'ont pas dit l'environnement s'en occupera plus jamais. Mais je pense que... Mais en même temps, c'est comme un mouvement un peu... puis je comprends là, que tous les pays sont encore tournés vers une transition énergétique, vers les changements climatiques. Il y a comme une prise de conscience partout que si tu veux être élu, il faut que tu t'occupes du monde aussi. Il faut que tu t'occupes du pain et du beurre. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un réalignement empreint de sagesse. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. C'était aujourd'hui la première journée d'une semaine de grève abordée par le Front commun syndical qui n'ont pas attendu longtemps, Mario, pour lancer un 2e ultimatum au gouvernement. Ils envisagent une potentielle grève générale illimitée en janvier, donc au retour des fêtes si les négociations ne bougent pas. Reste bien sûr, à la table des négos jusque-là. On dit que ça s'est intensifié également, là, les pourparlers depuis un bon moment, mais en espérant tout de même là, présenter une entente de principe à leurs membres, ont quand même l'option nucléaire, je l'appelais comme ça, là, presque le doigt dessus, Mario, là, c'est ce qu'ils ont affirmé aujourd'hui. Mais en fait, ils ont aussi fixé, il faudrait rajouter à ce que tu dis, ils ont fixé une date, là, le 19. 19 janvier. 19 décembre. 19 décembre, oui, pardon. 19 décembre pour décider de janvier, de ce qu'ils font en janvier, là. Donc là, ça laisse 11 jours. Je serais tenté de dire, on arrive... il en reste pas mal juste 10, là. Et, est-ce qu'une entente est possible dans ces 10 jours-là? Sinon, le 19, ils vont... Puis j'ai posé la question ce matin à Éric Gingras de la CSQ, le président de la CSQ, qui est un des membres du Front commun. J'ai dit, là... Tu peux pas, une grève générale illimitée en janvier, là, tu vas-tu vraiment revenir, mettons, faire 2 jours de classe, 3 jours de classe pour partir en grève? La logique, là, si vous votez la grève, c'est que vous allez la voter, qu'il n'y a pas de rentrée tout court. Je veux dire, quand on revient, peu importe la date, je sais pas c'est quoi, le 3, 4, 5 janvier, je sais pas quelle date est prévue, mais on rentre pas, tout simplement. Il n'a pas répondu à ça. Dit, notre but, c'est... Tu sais, je pense qu'il est quand même conforme au discours. Notre but, c'est d'obtenir une entente. On veut pas arriver là, la grève générale est limitée. On se garde ça comme une option si jamais il n'y a pas d'entente le 19. Oui. Mais en même temps, il n'a pas dit non plus. Mais moi, ma logique à moi, c'est que si tu fais une grève générale illimitée en janvier, tu vas tout simplement dire, il n'y a pas de rentrée, là. Mais là... Ça va devenir encore plus grave, là. On s'entend, là. Pense aux parents des écoles FAE qui n'auront pas eu d'école, par exemple, du 23 novembre
jusqu'à Noël. Puis là, à qui t'annoncerais? Ben, il n'y a pas de rentrée non plus. Là, après Noël, en janvier, vous rentrez pas. Ça vient beaucoup parce qu'il y a un moment où on se disait déjà faudrait pas que les écoles soient fermées jusqu'à Noël, faudrait pas que ça dure jusqu'à Noël, ça c'est catastrophique. On y arrive. Ouais, mais les parents, c'est clair que le ton change. Moi, tu vas dire, il n'y a rien de... C'est ultra non scientifique. Mais moi qui n'ai pas très chaud avec les grèves, il y a 2 semaines au début des grèves, là, je me faisais sur le Facebook de mon émission, je me faisais varloper de gens qui disaient « Vous comprenez pas », puis les enseignants, puis tout ça. Cette semaine, c'est plus ça. Cette semaine, j'ai pas mal plus de messages des parents qui disent « Là, M. Dumont, il faut que vous le dites, là, nos enfants, on n'en peut plus. » Non, mais le ton change, le discours change. Donc, puis on n'est pas rendu à l'étape où les parents parlent publiquement parce qu'on comprend que les parents sont entre deux eaux, veulent pas déplaire. Mais le ton change. Et moi, j'ai entendu, là, j'ai vu des parents désespérés quand on parle de l'hypothèse de pas de rentrée scolaire, rentrée à l'école en janvier après les fêtes. Là, j'en vois qui viennent comme non, là, ça se peut plus, il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Oui, parce que là, ça chope encore sur les mêmes affaires. C'est toujours les questions de salaire. Le gouvernement demande plus de flexibilité dans les conventions collectives. On veut là, toutes sortes de demandes autour de ça. La flexibilité qui, d'ailleurs, est venue même s'entremêler avec le projet de loi adopté sous Bayon, là, justement la réforme de la santé, de Santé Québec. Certaines de ces mesures-là qui se retrouvent là, entremêlées là-dedans. Mais bon, il faudra voir là, dans les prochaines semaines qu'est-ce qu'il y en est. On a dit aussi qu'il y avait une contre-offre qui a été faite au gouvernement hier, après avoir rejeté la proposition gouvernementale aussi. On n'a pas spécifié du tout qu'est-ce qu'il y a dans la contre-offre. Ouais. Puis on n'a pas beaucoup entendu le gouvernement là-dessus. Mais en parallèle de tout ça, je sais pas si les gens ont entendu l'entrevue qui a été réalisée par Emmanuel Latraverse au bilan hier soir avec la présidente de la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé, là. Dit que les infirmières, le fameux, tu sais, le gouvernement a réservé des montants, tu sais, quand vous comprenez pas trop pourquoi c'est 12,7, mais c'est 16,7, tu sais, les deux. Ouais, c'est parce que le surplus, le syndicat compte pas. Le syndicat, il compte 12,7 parce qu'ils disent l'ensemble, la totalité de nos salariés, là, nous, c'est ça qu'on est sûr qu'ils ont tous, c'est 12,7. Là que le gouvernement dit, oui, mais nous, là, il y en a certains de vos salariés qu'on leur donne des primes. Exemple, les infirmières qui vont travailler de fin de semaine, de nuit, des quarts de travail difficiles à combler, on leur donne plus. Mais là, la FIC dit, ouais, mais là, ce que vous leur donnez de plus, c'est pas ça, là. Ce qu'il faudrait de plus pour travailler la fin de semaine, la nuit, c'est 50 %. C'est temps et demi. Ouais. Sachant à quel point on utilise ce temps-là. Ben oui, toutes les fins de semaine, tous les soirs, j'ai même pas l'idée de la facture, de ce que ça coûterait au gouvernement, mais c'est certain que le gouvernement ne dira pas oui à ça, mais c'est juste que ça nous donne une idée. Des demandes à ce point-ci. Oui, ça nous donne une idée de l'atmosphère de la négociation. Les gens qui comprennent pas, mais pourquoi ça se règle pas, pourquoi on les enferme pas dans une pièce pendant une nuit, puis le lendemain matin, ça sera réglé. C'est qu'il faut comprendre à quel point les partis, à ce moment-ci, sont loin, là. C'est ça qui est le problème. On a du nouveau dans ce dossier d'un bambin retrouvé mort à l'Assomption, là, gravement blessé au départ mardi dans un service de garde de la municipalité et puis finalement qui est décédé malheureusement. Mais on annonce aujourd'hui l'arrestation de l'éducateur de 34 ans qui s'y était retrouvé sur place et qui était l'un des principaux suspects dans cette affaire, Tommy Carranza Ladry, qui était déjà suspecté et qui maintenant devrait être accusé, là, faire face à des accusations d'homicide involontaire au palais de justice de Joliette demain, lui qui est déjà détenu en ce moment au poste de police. On se souviendra, là, c'est mardi, alors que dans ce service de garde en milieu familial, le garçonnet se trouvait là, mais on dit qu'on l'aurait retrouvé là, dans le sous-sol avec des blessures évidentes, notamment à la tête, blessures assez suffisantes pour le faire décéder quelques heures plus tard à l'hôpital. Donc, c'est un dossier dans lequel on n'a pas beaucoup de nouvelles, Mario, mais... Difficile à comprendre, là, qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose. Si l'enfant avait de multiples blessures, c'est pas arrivé tout seul. Là. Voilà. Puis là, après ça, on voit que c'est des accusations d'homicide involontaire qui sont là pour l'instant. Est-ce que l'éducateur aurait levé la main sur l'enfant? Est-ce qu'il y aurait eu de la négligence? S'il était au sous-sol, est-ce que ça pourrait être des blessures dans un escalier? Oui, toutes les hypothèses sont sur la table. Mario, on n'en sait malheureusement pas plus pour l'instant. Clairement que demain, là, lors de sa comparution au palais de justice, on va avoir un peu plus de détails sur cette histoire, quand même, la sordide histoire qui a coûté la vie à un bambin. Tout savoir en 24 minutes. Il n'y a pas qu'à l'Assemblée nationale qu'on essaie de terminer la session avant le congé des fêtes sur la colline à Ottawa, à la Chambre des communes. Mais c'est la même chose aussi, mais... c'est encore plus un marathon là, que ce qui s'annonce au Salon Bleu, Mario, parce que depuis hier, les conservateurs ont décidé d'amener
toutes sortes d'amendements, un projet de loi qu'essaie de faire adopter le gouvernement et qui se traduit... Et ils ont aussi décidé sur les crédits budgétaires de faire des votes. Tu sais, les crédits budgétaires, généralement, c'est voté en bloc. Là, l'opposition vote contre, mais on vote en bloc. Alors là, ils ont découpé poste par poste les crédits budgétaires, le ministère par ministère. Donc, c'est plutôt d'être un vote en bloc, c'est 140 quelques votes. Ouais, rallonge un peu. Ça rallonge parce que vote, comprenons-nous, là, vote, là, les gens qui ont déjà regardé comment ça se passe à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, c'est à la Chambre des communes, sont 300, chacun des 300 députés doit se lever, là. C'est comme moi, je me levais à l'époque, M. Dumont, Rivière-du-Loup, M. Intel, non, Mme Intel, avec le nom du comté. Et là, j'imagine pas la job des pages. C'est sûr qu'ils sont plusieurs, mais des employés de la Chambre des communes qui doivent faire le vote, puis les autres, ils n'ont pas le choix, il faut que tu les nommes un par un. Ben oui, puis c'est l'angle sur lequel, d'ailleurs, a sauté François Blanchet, le chef du Bloc québécois aujourd'hui, lui qui a dit, selon lui, là, sans avoir vraiment de détails ou de sources pour ça, il dit que ça pourrait dépasser $1 million de frais en heures supplémentaires au personnel, justement, de la Chambre des communes, là, que ce soit, ben oui, les pages, mais les interprètes, les agents du service de protection parlementaire qui doivent faire des heures supplémentaires comme ça. Mais évidemment, ça doit coûter un petit montant, merci, mais ça continue, puis tout ça... Pourquoi? Mais c'est là que c'est plus corsé, Mario, parce qu'on veut mettre de la pression sur le gouvernement de Justin Trudeau pour qu'il y ait des nouvelles exemptions à la taxe sur le carbone, comme ça a déjà été fait dans les derniers mois par Justin Trudeau pour les gens qui se chauffent au mazout, ce qui était une demande de beaucoup de gens, entre autres, dans les provinces de l'Atlantique. C'est ça, parce que ça chauffe plus à l'huile des provinces de l'Atlantique. Et là, les conservateurs veulent une exemption pour les fermiers, une exemption pour les Premières Nations et une exemption pour le chauffage au gaz naturel. Parce que dans l'Ouest canadien, ils chauffent pas au mazout, ils chauffent au gaz naturel. Ben, pas tout le monde. C'est comme partout, les maisons sont pas toutes pareilles, mais disons, nous autres, au Québec, on chauffe à l'électricité. C'est le chauffage largement utilisé. Dans l'Atlantique, le chauffage largement utilisé, c'est le mazout. Et je fais une parenthèse pour dire que quand le gouvernement Trudeau a détaxé, a enlevé la taxe carbone sur le mazout, on s'entend qu'il a ouvert une brèche. La taxe carbone était comme uniforme, universelle partout. Oui, presque, du moins. 10 des 12 provinces, puisque Colombie-Britannique et Québec ont leur propre système. C'est ça. Mais était universelle. Sinon, ce que je veux dire, c'est que une fois que tu as ouvert une brèche, c'est sûr que les conservateurs allaient rentrer dedans et dire, ben, si c'est bon le mazout, pourquoi pas les fermiers? Parce que l'argumentaire sur les fermiers... C'est le séchage du grain, je crois. Mais c'est ça, le chauffage de bâtiment. L'argumentaire ultime, c'est le prix de la nourriture. Ouais. C'est que si les fermes ne payaient pas la taxe carbone, ben les céréales coûteraient moins cher, la nourriture, donc des animaux coûteraient moins cher pour la viande. Donc c'est tout l'effet domino là-dessus. L'effet domino dans la chaîne alimentaire et le prix de l'épicerie. Écoute, je sais pas dans la vraie vie, est-ce que le prix de l'épicerie baisserait tant que ça? Peut-être un peu, oui. Oui, parce que la Banque du Canada dit que, selon leurs projections, la taxe carbone, ça contribue à 0,1 % de l'inflation annuellement. Oui, mais peut-être plus sur l'ensemble de l'économie. Ouais. Mais c'est peut-être plus, si tu prenais quelque chose de spécifique comme la nourriture, là, ça serait peut-être un peu en haut. Là. Voilà, donc on a continué cette espèce de marathon-là, qui est d'ailleurs là, qui se poursuit encore. Là. On a droit à... Vraiment, là, ces scénarios d'obstruction, comme on voit souvent dans la politique parlementaire, mais qui se continuent comme ça. Puis... Mais là, Poilievre, là, il est parti. Lui, il veut que le gouvernement, il veut que Trudeau cède là-dessus. Il dit qu'à la limite, ils vont voter sans arrêt comme ça, jour et nuit, jusqu'aux fêtes. Oui, il a dit qu'il voulait gâcher le Noël de Justin Trudeau, alors qu'évidemment, ça a été dénoncé là, du côté du gouvernement comme une espèce de stratagème politique qui vient mettre de l'obstruction dans tout ça. Bref, la chicane est pognée juste avant Noël, Mario. Ça, c'est jamais bon. Je reviens à Québec rapidement, Mario, parce qu'hier, on a félicité le lieutenant-gouverneur sortant ici au Québec pour sa discrétion. Mais il faut croire que le poste n'est pas plus aimé. Les députés de l'Assemblée nationale qui ont décidé de voter en bloc pour une motion lancée par Québec solidaire pour dénoncer le fait que ce poste-là de lieutenant-gouverneur appartient à une autre époque et devrait être relégué aux oubliettes. On se comprend que c'est pas le Québec directement qui a le droit d'abolir un poste comme celui-là. Mais malgré tout, c'était une réaction, disons, universelle de la part des députés qui étaient sur place. Tout le monde a voté pour. Est-ce que ça serait temps de remettre ça là? Mais ça, je suis surpris. Les libéraux n'étaient pas pour l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur. Je me trompe-tu? Il me semble que les libéraux avaient toujours bloqué ce qu'il y a là. Ouais, mais pas en le défendant, là, bec et ongles, mais en disant que c'est nos institutions. Notre tradition. Ça ne change pas comme ça. Il y a eu une modification. Ça a l'air modification. Donc, mais c'est un bien triste accueil pour notre nouvel lieutenant-gouverneur autochtone. Qui vient tout juste d'être nommé Manon Janotte par Justin Trudeau hier. C'est vrai que c'est pas un bel accueil. Son entrée en poste, là.
Économie. Les dirigeants du REM ont dû défendre aujourd'hui les capacités du réseau express métropolitain en période hivernale. Parce que lundi, quand ça a tombé de la neige, il y a eu quelques ratés sur l'ensemble du réseau. Du côté de Jean-Marc Arbeau, là, le PDG de CDPQ Infra, ben, semble-t-il là, qu'en hiver, il n'y en a pas de problème, il n'y en aura pas de ce matin, problème. c'est drôle parce que genre 45 minutes avant leur conférence de presse, il y en a eu un. Bon. Qui est même pas dû à eux. Non, pour vrai, ils ont dû interrompre parce qu'il fallait que le pont Champlain fasse tomber la neige là, des estacades, des installations du pont Champlain. Je suppose que ça tombait en bas, puis il y aurait eu un danger là, pour le REM. Voilà. Fait qu'ils ont dû interrompre pour le déneigement de structure du pont Champlain. Bon, ils disent qu'il y a des tests pour les conditions hivernales, ça a été réalisé, qu'il faut pas s'inquiéter de tout ça. Mais je sais pas pourquoi on s'inquiéterait du REM, ça marche très bien. Ben voilà, jusqu'à là, ben oui, ben eux, ce qu'ils visent, puis sur quoi ils font un meilleur culpa, c'est leur système de communication. Ils disent avec les usagers, on a de la misère à dire aux gens, Je comprends qu'il y a un gros système, il y a un gros problème de communication parce qu'ils communiquent pas vite avec les usagers quand ça marche pas. Mais ça serait encore mieux que ça marche toujours, hein? Oui, ou que ça marche pas, mettons, très, très, très rarement. Là, c'est genre 2 fois par semaine. C'est beaucoup. Écoute, je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent, les utilisateurs, en termes de fiabilité. Il semble y avoir toujours du monde là tous les matins. Ben oui. Mais, écoute, ils goûtent, là, ces gens-là. Là. Le Monde. Mais revenons-y à cette nouvelle croustillante, intrigante, qui concerne non pas la famille Trump, cette fois-ci, dans les sagas judiciaires, mais la famille Biden. C'est le fils. Il y a toujours un fils, toujours le même fils là, qui fait l'actualité. Hein. Oui, disons qu'il y a moins de diversité que dans le clan Trump. Là, oui. là, tout est concentré sur Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui est visé maintenant là, pour une deuxième implication là, depuis hier par la justice fédérale. Cette fois-ci, c'est fraude fiscale. Là. Lui qui était déjà poursuivi pour détention illégale d'armes. Et là, autre que ça va alimenter la critique républicaine qui était déjà là, massive à son égard, mais c'est des accusations qui pourraient lui valoir quand même. Là, on parle de presque 17 ans de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, les 9 qui sont portés contre lui. Mais c'est surtout les chiffres là, qui ont été détaillés et par l'acte d'accusation et par divers médias qui se sont mis à l'éplucher. Dont le Daily Mail là, qui s'est amusé, qui est un média un peu à potin. Oui, c'est un tabloïd britannique. Là. Qui s'en est donné à cœur joie. Ils s'en sont donnés à cœur joie, se sont penchés entre autres sur les dépenses. Puis des dépenses, dans tous les cas, là, peu importe le montant, absolument extravagante du fils Hunter Biden, alors que lui, entre 2016 et 2019, était aux prises là, avec, de son propre aveu, des graves problèmes de consommation, là, entre autres d'alcool et de crack, là, quand même de la grosse drogue. Et pendant ce temps-là, dépensait, là, on dit, 872 000 $ américains. Ça, c'est 1,2 million de dollars canadiens. Tout ça en services de prostituées, abonnement des clubs pornographiques, oui, d'escorte, d'accompagnement pour adultes, des clubs pornographiques, des clubs sexuels. Tu m'as fait peur, t'as l'air prostituée, mais c'est des escortes. Ce sont des escortes, des travailleuses du sexe, Mario, je vais le dire comme cela. Et on dit même qu'il a retiré là, la somme dans des guichets automatiques bancaires. Tu sais, aller dans un ATM, sur cette période-là, il a sorti 2,17 millions de dollars canadiens. Au guichet? Au guichet. Calvaire, j'y vais même plus, moi. Ben, moi non plus. Là, j'y vais 2 fois par année. À part quand je rentre dans un petit karaoké un peu miteux de Schlager Maisonneuve où je peux juste payer en comptant, ben, j'ai peu de fois, je vais à l'ATM, mais faut croire qu'en 2 millions? Ouais, c'est 1,6 million US, 2,1 millions canadiens. Au guichet. En argent, c'est de l'argent. Voyons donc! J'ai d'ATM. Puis un endroit habituellement où on lance des billets Mario là, selon la culture populaire. Mais c'est les clubs, justement, de danseuses et autres endroits comme ceux-là où ça aurait pu être dépensé. Puis là, c'est des sommes faramineuses là, pour... Mais sur les sites porno, sur Internet. Oui, puis là, on parle de 683 000 $ pour plusieurs femmes. Ça, c'est pas nommé. 400 000 $ pour des vêtements et accessoires. Accessoires, hein? Oui, puis des voitures de luxe, des vêtements de luxe, la consommation de drogue aussi qui embarque dans tout cet argent-là. On comprend que si tu veux t'acheter de la drogue, habituellement, c'est mieux de retirer comptant. Aussi, on pourrait peut-être le rentrer dans ses dépenses faites au guichet automatique. Bref, ça va continuer à alimenter la machine à rumeurs. Déjà que les républicains... Mais le Daily Mail a des photos avec des escortes. Oui. Daily Mail avait l'air bien documenté. Je sais pas où c'est qu'ils ont trouvé ça pour une fois, mais oui, c'est des belles photos. Ça le met dans l'embarras, disons. Sur une des photos, il est assez bien posé, mais malgré tout, il n'a pas son avantage. C'est sûr que les grandes familles là, politiques américaines en ce moment, Mario, c'est pas tout rose, tout ce qu'on voit. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.